L'entretien du jour avec le professeur Chrysal Kenoukan, secrétaire général du CINES, représentant de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin. On revient encore une fois sur donc, les réformes dans le sous-cercle de l'enseignement supérieur. On retient que désormais, en tout cas, les universités ont un conseil d'administration et puis les membres désignés en conseil des ministres le mercredi dernier seront donc installés dans les heures à venir. Le professeur Chrysal Kenoukan qui bien sûr, on va se prononcer sur donc, ces réformes apportées dans le secteur. On a déjà écouté hier, il est revenu sur donc, la procédure donc, adoptée par le gouvernement et les cadres du domaine pour apporter ces réformes. Ensuite, le diagnostic par rapport aux procédures, l'intersyndicale dénonce la non-implication et bien sûr de ces enseignants dans le processus, dans la procédure des réformes. Ensuite, le diagnostic, oui, ils sont d'accord avec le diagnostic, mais quelles sont les solutions apportées au diagnostic? Pour l'intersyndicale, le diagnostic ne suffit pas, il faut situer les responsabilités et ensuite apporter des solutions nécessaires avant donc d'aboutir donc aux réformes. En tout cas, nous allons donc une fois encore écouter le professeur Chrysal Kenoukan qui représente ce matin et bien sûr le syndicat ou l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin. Professeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Corneille. Alors, on vous a écouté déjà hier, donc vous avez parlé donc de la procédure, vous avez parlé de diagnostic et autres. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer maintenant le reste du temps donc, pour parler donc des solutions apportées, donc dans les réformes proprement dites maintenant. Alors, quels sont les points essentiels de ces réformes? Oui, on disait que, et tel que vous l'avez rappelé, hier on disait que globalement le diagnostic posé n'est pas un diagnostic faux. Et même si l'intersyndicale reste sur sa faim, tout simplement, hein, on dit que ça ne va pas, on a relevé un certain nombre de choses, il faut identifier les causes et même aller plus loin, situer les responsabilités pour un pays qui se veut sérieux. Mais pour ce diagnostic, quels ont été les points, les éléments essentiels relevés? Je crois, on l'avait dit hier, du point de vue des ressources humaines, oui. Le manque d'enseignants, les infrastructures, oui, des infrastructures, l'accueil des étudiants, et oui, la rentrée, enfin le flux, un peu pléthorique. Donc l'université reçoit chaque année. Bon, la question d'évaluation des enseignants, je crois que le diagnostic a brossé et les ressources pour la question de la mauvaise gouvernance, aussi bien économique et financière de nos universités, bon, tout a été brossé. Et la question donc des élections qui mettrait à mal le bon fonctionnement des universités, bon, tout ça là a été souligné, mais qu'est-ce que nous disons? Prenons la question le manque des enseignants. Quand il y a un manque d'enseignants, en 2017, lorsque le gouvernement Talon a pris les rênes, ils ont promis dans le PAG recruter jusqu'à 1000, enfin un certain nombre d'enseignants, jusqu'à 1500. Mais au finish, ils n'ont pas recruté 200. Vous voyez un peu. Donc, là, mais on ne nous dit pas que c'est l'État qui se désintéresse des universités publiques. Mais on ne sait pas quelle alchimie, on nous dit non. C'est la procédure de recrutement qui crée problème. Et là, nous ne voyons pas la logique. Mais au niveau de ce secteur, c'est l'État qui recrute ou bien les universités peuvent aussi recruter? Non, c'est l'État qui recrute parce que c'est des universités publiques. C'est des universités créées par l'État. Ne sont pas dans le cadre des universités privées. Voilà. Bon,
si on prend le flux abondant. Oui, mais quand on parle de la procédure de recrutement, est-ce que c'est la lenteur qui l'accompagne ou qu'est-ce qu'on reproche pourquoi le système de recrutement ne permet pas Non, le système de recrutement, bon, on dit, voilà, avant c'était le conseil scientifique des universités et qui avait à charge cette procédure-là. Et disons que dans la pratique, sans que cela ne soit formalisé par les textes, c'est qu'il y avait des assistants ou des moniteurs de TD qui accompagnaient les professeurs de rang magistral. Et quand ils finissaient leur thèse, ils restaient à leur côté. Et là, quand il y a des opportunités de recrutement, c'est le conseil scientifique déjà qui commence par donner priorité à ceux-là. Bon. Mais à un moment donné, on a estimé que non, parce que cela créerait, paraît-il, des problèmes. Voilà, donc désormais, c'est à la charge du ministère. Et bon, évidemment, il y a un certain nombre de textes, ça a été pris et autres. Mais nous, on dit, on n'est pas contre que l'on revoie la procédure. Mais quand il y a un manque d'enseignants, l'État doit constater qu'il n'a pas joué son rôle. Mais on ne peut pas dire que c'est lié à la procédure. Oui, selon vous, oui, c'est ce qui n'est pas très cohérent dans la justification. Si on prend le flux abondant des étudiants, oui, mais on dit, est-ce que tout le monde, c'est la question qui se pose, et même au séminaire, et je crois que cette interrogation est revenue plusieurs fois. Les universités publiques ne peuvent pas, disons, utiliser ou ne peuvent pas recruter tous les bacheliers. Ça, c'est vrai. Mais quand il y a flux, c'est encore le problème de l'État. C'est-à-dire, depuis que notre système éducatif existe, l'État n'a jamais pensé à créer des structures de formation de relais. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je peux avoir un enfant qui, après le CPE, peut dire s'il vous plaît, bon, moi, je ne veux pas aller au collège. Il doit avoir une structure là, rapidement, c'est-à-dire pour les prendre et les former directement pour le marché du travail. Quelqu'un qui a le BPC qui dit, bon, je ne veux pas aller au baccalauréat. Ou même des bacheliers qui peuvent prendre la décision pour dire non, on ne veut pas faire l'université. Mais aujourd'hui, le système est tel que lorsque vous mettez votre enfant en classe de CI, le désir des parents et le désir qu'on suscite chez l'élève ou chez l'enfant, c'est d'aller jusqu'à la thèse. Parce que le système est comme ça. Donc, mais c'est à l'État de réfléchir à tout ça. Mais cette structure n'existe pas. Mais il y a donc, la création désormais des lycées techniques. Oui, les lycées vont prendre combien? Ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas faire du saupoudrage. Vous voyez, cette année, un peu moins de 53 000. L'an dernier, un peu moins de 51 000. Et c'est ça, justement. C'est des problèmes sérieux où il faut débattre. Je crois des problèmes qui minent notre système éducatif. Et l'État, résolument, doit pouvoir s'engager, c'est-à-dire exprimer une volonté politique pour dire ça, nous allons remédier à cela. Voilà. Et face à mais ce que nous remarquons, c'est des réformes touche à tout, où finalement, ça c'est clair, on verra, ça ne donnera pas grand-chose. Et c'est ça qui est dommage pour notre pays. Quelle a été la solution proposée maintenant par rapport donc, au problème d'enseignants et par rapport au flux Par rapport au flux, bon, aucune proposition concrète. En tout cas, dans la réforme. Mais tout ce qu'on s'attelle à nous dire, le président après est prêt maintenant à mettre de l'argent là-dedans. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quoi? Le président est prêt à mettre... Ouais, il est prêt maintenant à financer, voilà. À financer davantage, parce que en tout cas, c'est ce que les autorités proches de lui et autres, là, c'est ce que nous entendons.
il est prêt maintenant à mettre de l'argent là-dedans. Donc il faut. Alors, mais concrètement, quelles sont les solutions proposées dans la réforme? Qu'est-ce qui va changer désormais par rapport au recrutement, par rapport donc, à l'institution? Qu'est-ce qui va changer désormais? Qu'est-ce qui a changé déjà? En tout cas, ce qui a changé, bon, nous, on ne le voit pas. Ce ne sont pas perceptibles encore. Donc on attend peut-être la mise en... Puisque dans cette réforme, on dit qu'il faut tellement aller vite parce que le président lui-même, quand l'intersyndical a exprimé ses voeux de lui laisser un temps pour prendre connaissance des documents et faire parvenir la proposition des enseignants à la base, le président lui-même a dit qu'il a des exigences de calendrier. C'est ce qu'il nous a répondu au séminaire, qu'il a des exigences de calendrier. Voilà. Et puis ensuite, il avait estimé, oui, quand il s'agit de ces réformes-là, celui qui doit prendre celui qui doit engager les réformes et autres là, que ça revient beaucoup plus à l'employeur. Effectivement, même si l'expression n'est pas appropriée, nous, fonctionnaires, on peut dire que c'est le président de la République qui est notre employeur. Voilà. Et il a fini par nous inviter que, même si on doit faire des propositions de grâce, de ne rien remettre en cause. Alors, mais qu'est-ce qui a été proposé alors? Ou bon, qui est presque passé déjà parce que en les tout réformes cas, sont déjà validées. Par rapport au problème de pénurie d'enseignants, ce qui est très criard, en tout cas, dans les points de réforme, nous ne voyons encore rien. Puisque pendant les 5 ans, eux-mêmes, ils ont dit, on va recruter jusqu'à 1000 et quelques enseignants, mais on n'a pas recruté 200. Oui, mais c'est ça, justement. Qu'est-ce que la réforme propose maintenant par rapport au recrutement? Si entre-temps, le diagnostic a montré que la procédure... Non, le nombre d'enseignants à recruter, oui. Non, la réforme ne dit rien. La réforme ne dit rien. Peut-être que c'est des questions opérationnelles, budgétaires, bon, on ne sait pas. Mais la réforme, ça dit par rapport aux tests. Mais tout ce que je dis ici, bon, je l'ai dit, je crois hier, c'est sous réserve. Parce qu'on n'a que les projets de décret qui entend quelques jours après, 4 jours après, le Conseil des ministres l'a adopté. Enfin, a adopté ces projets de décret là. Pas du statut type. Oui. Donc, nous ne connaissons pas. Et depuis lors. Mais ça fait quand même depuis 2 à 3 semaines. En tout cas, nous n'avons pas vu les textes. On parle de l'introduction de l'assistanat, donc dans le vote sous cette... Tout à fait. Je vais y revenir. Oui, donc, ce que je dis, c'est sous réserve. Parce que le texte qui a été adopté, nous ne l'avons pas vu. On a rencontré le président du CNU en temps, mais que ça a été adopté et autres. Lui-même, il a dit oui, que ça suit la procédure, que lui-même, il n'a pas copie. Voilà. Mais nous avons demandé copie partout. On a été même sur le site du gouvernement. Si jusqu'à hier, ça n'a pas été mis sur le site du gouvernement, bon, ça dit, personne ne sait quelle est la teneur de ce qui a été retenu finalement. Donc, il faut prendre mes propos. Moi, je ne réagis que par rapport à ces projets de décret qu'on nous a présentés au séminaire. Voilà. Donc, dans la question de recrutement, plutôt que de s'en prendre à la quantité, enfin, de réfléchir à comment recruter en masse, les gens ont préféré, disons, parler de la qualité. Nous sommes tout à fait d'accord, mais là encore, c'est que ça crée problème. Et comment? Ça crée problème parce que on dit, désormais, il aura une catégorie d'aspirants. Mais ils appellent aspirants tout docteur qui exprime sa volonté de devenir enseignant du supérieur. C'est dans une base de données. Ils vont s'inscrire. Je crois que l'État va se charger de faire des enquêtes de moralité et autres là, entre-temps. Et lorsqu'on va lancer un concours de recrutement, c'est seulement ces assistants-là qui pourront prendre part au concours. Voilà. Et leur mission s'arrête là. Donc,
les aspirants ici ne sont pas recrutés pour intervenir. Mais à côté des aspirants, il y a ce qu'ils appellent la catégorie des moniteurs. Les moniteurs. De TD. La catégorie des moniteurs. Et qui peut être moniteur, le titulaire d'une licence et d'un master, il faut les deux, inscrits en thèse. Donc, des doctorats. Maintenant, ceux-là peuvent signer un contrat d'1 an, renouvelable 4 fois. Le temps qu'ils terminent leur thèse. En ce moment-là, maintenant, ils peuvent intégrer aussi la catégorie des aspirants. Et dans un premier temps, c'est que nous nous sommes dit, ben, si les gens docteurs sont déjà là, on a fini l'enquête de moralité, c'est le mieux, c'est de leur confier les travaux dirigés, au moins pour permettre à ceux-là d'être sous contrat, même si c'est un contrat éphémère, mais 1 an, renouvelable 4 fois, en attendant de réussir à un concours, là ça peut se comprendre. Mais les aspirants ne peuvent pas être là, à 0 francs. Et puis maintenant, on crée d'autres brèches pour dire catégorie. Or, ces moniteurs ne seront pas recrutés. Ils seront cooptés. Les tests ne l'ont pas dit comme ça. Mais ils seront cooptés. Parce que lorsque vous êtes doctorant, vous avez un directeur de thèse. Et c'est-à-dire c'est ceux-là qui vous cooptent. Donc le mieux serait de prendre les aspirants pour jouer ce rôle. Parce que eux autres, ils ont fini. Et surtout, lorsqu'on connaît les exigences de la thèse, le mieux, c'est l'État doit faire l'effort d'assister les doctorants pour qu'ils terminent vite leur thèse. S'ils doivent être dans les travaux dirigés et autres là, quand on dit aujourd'hui maintenant 3 ans, maximum 4 ans pour une thèse, mais ils peuvent aller à 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire une dizaine d'années. Donc, il faut laisser les doctorants aller c'est-à-dire s'occuper de leurs études pour pouvoir vite terminer et confier cette tâche-là. Mais on ne nous a pas permis d'amender, puisque un séminaire fini le samedi, le mercredi qui a suivi, c'est déjà adopté. Et même lorsqu'on a rencontré le président et CNE, on lui a posé la question, puisque c'est adopté, est-ce que vous pensez maintenant que nous, après nos consultations, on peut faire parvenir nos propositions? Et il a dit, oui, toujours, parce que d'ici à 2 ans, 3 ans, bon, quand on voudra réajuster les choses, les propositions que on va faire aujourd'hui là, peuvent toujours être utiles. Donc, vous voyez un peu. Donc tout est fait. Oui, tout est fait. Non, ça veut dire clairement qu'on n'a pas. Ça dit qu'on ne veut pas de notre, d'une proposition venant de la base. Puisque même le document, tous les documents nous ont été cachés, je vais dire. Alors, maintenant, on revient. Il y a quand même une autre catégorie, je ne sais pas trop. Souvent, il y en a qui... Les assistants. Les assistants, dans les textes actuels, c'est ceux-là qui ont déjà leur thèse et qui ont été régulièrement recrutés. Vous êtes docteur, vous êtes recruté à l'université, vous êtes assistant, et là, vous êtes dans le corps des assistants. Mais dans ce qui est proposé, on ne sait pas si on maintenu dans ce qui a été adopté définitivement. Dans ce qui a été proposé, on a remarqué que des docteurs recrutés dans la catégorie des assistants, que ces docteurs-là ne font pas l'effort pour passer les grades de CAMES. Par conséquent, désormais, quand les aspirants vont réussir pour leur concours, on va leur laisser 3 ans, renouvelables une seule fois, et s'ils ne passent pas les grades de CAMES, on les sort de l'université pour la fonction publique. On les sort de l'université pour la fonction publique, et là, d'office, c'est-à-dire, ils auront fauté, c'est-à-dire, on va leur reprocher le fait de n'avoir pas passé un grade de CAMES en 6 ans. Donc,
Mais la logique, et là, ils ne seront plus des assistants, donc... Mais la logique voudrait quand même qu'il faut maintenir le nombre, faire l'effort de maintenir le nombre parce que pour lutter contre l'insuffisance du personnel. Merci. La logique voudrait ça, mais les autres, ils ne veulent pas de ça. Donc, la conséquence, c'est quoi? Vous recrutez, disons, une centaine d'assistants. Ils appellent ça probatoire. D'assistants probatoires. Docteurs. On a fait enquête de moralité, tout. Ils ont passé le concours après quelques temps et ils sont recrutés. Après 6 ans, donc si on a 25, 50 qui n'ont pas pu déjà en 6 ans, alors que c'est des gens qui ont plus de 30 ans de carrière. Vous comprenez? Donc en 6 ans, s'ils n'arrivent déjà pas à passer, c'est-à-dire le grade, il faut les sortir de l'université. Mais là où nous cadres, plus nous évoluons dans le papier du blanc, c'est-à-dire nous devenons pratiquement, vous m'excusez l'expression, des diables pour notre pays. Ça, je ne comprends pas. Oui, ce n'est pas très fort ce que je dis. Vous voyez un peu, les jeunes qui rentrent ont 6 ans. Si après 6 ans, déjà, bon, vous n'atteignez pas un certain grade, on vous sort. Mais dans le même temps, vers la fin du décret, ils ont créé un corps qu'ils appellent corps hors hiérarchie. Un corps hors hiérarchie. Hiérarchie. Et le corps hors hiérarchie est réservé pour les retraités. Et on peut faire, c'est-à-dire les retraités après 65 ans. Après 65 ans, quelqu'un, professeur titulaire ou maître conf, qui n'a pas pu préparer sa relève, c'est de cela qu'il s'agit. Plutôt que de juger de l'inefficacité de ceux-là qui sont au sommet de l'élite, on leur crée un corps hors hiérarchie et ils peuvent signer des contrats de 5 ans renouvelables indéfiniment. Non, ça veut dire que des professeurs titulaires retraités peuvent servir. Ou voilà, et ils peuvent toujours. Voilà. Donc, à la fin, on peut choisir parmi eux sur la base de quels critères, les tests ne le disent pas, mais 5 ans. Ils ont déjà 65 ans avant d'aller à la retraite. Maintenant, ils reviennent pour signer des contrats de 5 ans sans cesse renouvelables. Mais c'est là-dedans. Et la jeunesse voilà, sans cesse renouvelable. Et la politique, c'est faire la promotion de la jeunesse, c'est le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes. Et là, c'est que ce qui embête un peu l'intersyndical, on s'est dit, mais comment? Quelqu'un à 65 ans, professeur titulaire, qui n'a pas su préparer la relève, on constate tout simplement son inefficacité et on le laisse aller à la retraite. C'est contraire à la vision du chef de l'État. Et dans son dernier discours, il a parlé quand même de la formation de qualité. Ce n'est pas contraire pour que les jeunes soient donc préparés aux défis de l'avenir. Ce n'est pas contraire parce que tout s'est passé devant lui, au séminaire. Il était là quand on a fait les présentations. Oui, mais les réformes, ça concerne plus l'enseignement. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État n'est que... non. Il a suivi il défie la politique, mais il a suivi ça, je vous l'ai dit. La conception vient des enseignants comme vous. La conception est venue certainement des enseignants, des cadres, des élites comme vous. Oui, on dit ça vient des élites, mais ce n'est pas... Pourquoi vous voyez le chef de l'État? Non, nous en avons que le chef de l'État peut choisir. Voilà. Et c'est là le problème des gouvernants béninois depuis les indépendances et même africains. Ils se trompent toujours sur leurs proches collaborateurs. Parce qu'on regarde hier avant de les choisir, on regarde famille avant de les choisir, on regarde amitié avant de les choisir ou toute autre considération. Ça, il faut le dire. C'est l'erreur de nos chefs d'État. Oh, même si c'est comme ça, c'est leur droit. Mais au moins qu'ils aient le flair, lorsqu'il y a des organisations syndicales à la base, de dire d'accord, faites, amenez, on va voir, et puis après, on peut attirer son attention sur un certain nombre de choses. Donc tout ceci, c'est sous réserve, parce que au final... et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Les mêmes professeurs, on leur a créé un corps
d'éméritats. On en parlait de corps hors hiérarchie. Oui, corps hiérarchie, c'est différent. Il y a l'éméritat. Et quand ils seront, c'est-à-dire admis dans le corps des émérites, là, des professeurs émérites, ben, ils auront 25% d'augmentation de leur salaire. Mais ça, c'est l'État qui paye tout ça. Alors, donc, donc dans le corps désormais, en dehors du corps hors hiérarchie, il y a... Nous avons l'éméritat, il aura même les honoraires. Bon, éméritat et autres là existaient, ce n'est pas une nouveauté dans ce qui est en train d'être ouvert. Mais ce que nous on dit, vous ne pouvez pas recruter des jeunes, leur donner 6 ans, et puis dire voilà, vous devez atteindre un certain niveau. Et puis lorsque vous ne réussissez pas, on vous sort catégoriquement. Et dans le même temps, les vieux, à 65 ans, on est déjà vieux. Voilà. Si tant est qu'ils sont utiles, mais je dis, mais le chef de l'État peut leur demander, dès lors que vous allez à la retraite, allez assister les universités privées. Ou le chef de l'État n'a qu'à leur trouver une subvention pour qu'ils continuent de démontrer leur expérience. C'est toujours pour la nation. Mais pourquoi veut-on les maintenir là? C'est-à-dire au détriment, là maintenant ce qui se fait, c'est au détriment totalement de la jeunesse. Ça veut dire quoi? Il arrivera un temps où ils seront des maîtres confs, des professeurs titulaires, sans collègues. C'est-à-dire ils seront des généraux sans troupes. Et c'est ce que ça veut dire. Or, pour passer le grade de CAMES, bon ça c'est un autre débat. Vous êtes des journalistes. Mais dans certaines entités, ce n'est pas facile. Non pas parce que les gens n'ont pas la volonté, mais il y a trop de choses maintenant, ça dit sur le CAMES en question. Ce qui décourage plusieurs. C'est ça justement. Donc il faut également créer des conditions pour pouvoir aider ces jeunes-là à il faut les motiver. Et tout le problème est là. Mais en réalité, c'est-à-dire la motivation en question ne peut pas être seulement une motivation financière. C'est-à-dire un accompagnement sur le plan financier. C'est aussi détruire des mentalités qui existent dans le système éducatif. C'est-à-dire surtout au campus. Et puis il y a l'autre question aussi de la démocratie universitaire qui... la question de la démocratie universitaire, voilà. Vous en avez déjà parlé hier. Oui, la question de la démocratie universitaire. Voilà, nous nous sommes battus pour commencer par élire nos propres responsables à partir de l'immixtion sans cesse du politique dans la gestion de ce qui est académique. Maintenant, on a fait un temps, ça n'a jamais été évalué. Mais ce que nous avons remarqué en écoutant les uns et les autres, c'est que des gens proches du chef de l'État qui hier ont une mailla partie, c'est de cela qu'il s'agit. Mailla partie, avec des gens qui ont été élus, ont estimé que ces frustrations-là empêchent le campus donc d'être géré et que ce n'est pas bien. Donc il n'y a pas eu une évaluation. Donc l'argument qu'on avance, c'est quoi? Quand on parle d'une démocratie, ça permet même au planton, à l'agent d'entretien qui est à l'université, au moins de porter son choix sur X, Y, parce que il est là, ça fait longtemps, il sait qui est social, il sait qui a un peu le sens éthique, le sens de justice, il sait aussi le prédateur. Parce que ce n'est pas parce que vous avez de gros diplômes que vous êtes épargné de la prédation. C'est là l'intérêt. Et ça là, le gouvernement ne peut pas le savoir. Et maintenant on nous dit que c'est parce qu'il y a trop de friction entre les responsables et qu'on élisait par rapport aux autres qui n'ont pas pu gagner les élections. La désignation n'a pas été, selon vous, évaluée comme il faut, c'est cela? Non, ce n'est pas. Mais le diagnostic a montré qu'il y a souvent eu des... Non, le diagnostic n'a pas... C'est comme ça qu'on nous justifie la suppression des élections. Mais c'est un peu tout comme si on disait qu'au plan national, il y a plusieurs candidats pour les élections présidentielles. Et puis on va se lever un jour pour dire qu'il faut supprimer la démocratie
parce que opposants Mouvanciers. et mouvanciers, bon, que ça crée trop de problèmes, ça dit qu'il faut supprimer la démocratie. Ça dit, ça n'a du tout pas de sens, cette histoire-là. Ça n'a du tout pas. Mais vous voyez un peu, l'élite universitaire pense que leur conflit interne, où ils ne sont pas capables de gérer leurs contradictions au sommet, ça dit dès lors, ça dit cette incapacité-là, on pense que ça doit faire école. Ça n'a pas de sens. D'accord. Alors, professeur Chrysal Non, ça n'a pas de Kenkon, sens. nous avons donc, eh bien, nous sommes pratiquement au terme du temps. Alors quelle va être la suite maintenant? Qu'est-ce que, puisque les réformes... Non, la suite, c'est quoi? Quelle va être au niveau de l'intersyndical, pour finir maintenant? Non, au niveau de l'intersyndical, ce que je voudrais dire, parce que le mercredi dernier, on a nommé le conseil d'administration qui désormais doit gérer nos universités publiques. Et on était là hier. C'est hier qu'on a su les membres là. Et c'est notre directeur de cabinet qui les invite déjà aujourd'hui pour leur installation à Lisbonne. Bon, la suite c'est quoi? Je voudrais dire aux collègues universitaires que le carriérisme comporte plus de conséquences que d'avantages. C'est-à-dire, pour être heureux, épanoui à un poste de travail, ce n'est pas que le fait de dire je vais sauvegarder, c'est-à-dire avoir peur et chercher à sauvegarder l'emploi qu'on a. Non. Je voudrais leur dire d'ouvrir les yeux et de commencer maintenant par se mobiliser. Moi qui vous parle, il ne me reste plus longtemps. Voilà. Sinon, si on doit gérer le campus de cette manière-là, je crois que le moment viendra et tout le monde risque de se grincer les dents. D'accord, merci. Et ce serait dommage pour notre pays. Merci. Voilà. Merci à vous, professeur Chrysal Kenkon, de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin.